Bienvenue sur le Scratch Club, Aymeric. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Je voulais faire cette interview avec toi aujourd'hui pour connaître un peu plus sur toi, qu'on aille un peu en profondeur sur ton parcours amateur, comment ça s'est passé, essayer de partager ça. Je suis sûr que ça peut inspirer énormément de jeunes là, qui essayent d'avoir un parcours similaire au tien. Et après, parler de le passage amateur-pro, ouais. Par exemple, quels sont les coûts d'une saison quand tu es pro, et après aussi comment toi tu t'entraînes en tant que pro, comment tu organises ton planning, tout ça. Tu me diras si j'ai bien fait mes devoirs. Donc si je refais ton parcours, tu as été 239e mondial amateur, numéro 1 français chez les moins de 18 ans, c'est ça? Oui, exactement. Tu as gagné au Doral quand tu étais jeune. C'était le Doral Publix à Miami à la fin d'année dans la catégorie 14-15 ans. Ok. Ouais. Ok. Et la petite anecdote, c'est le deuxième, c'est Michael Torbjörnsson qui est maintenant numéro 1 mondial chez les amateurs. Donc on s'envoie toujours des petits messages en disant, tu vois, je t'ai battu il y a une dizaine d'années, il y a 8 ans, mais bon, là il a bien percé en tout cas. Ok. Ouais. Ok, donc là je le garde pour plus tard, on va en parler après. Donc tu as eu ça, tu as aussi qu'est-ce que tu as fait d'autre? Tu as gagné le Scottish Open en tant qu'amateur aussi? Ouais, Scottish, moins de 18 ans, ouais. Ok. Ouais. Tu as joué aussi pour la France dans les championnats d'Europe contre l'Angleterre? Oui. Ça faudra que tu m'en parles. Ouais. Et tu as gagné d'autres trucs aussi importants? Ouais, des grands prix français. Et puis j'ai fait deuxième au British en stroke play. D'accord. Et j'ai perdu en match play par la suite. Tu sais, c'est le British Boys. Mais ça, c'était une belle perf aussi. Mais ouais, c'était plutôt pas mal. Et après, tu es allé en fac US au Texas, ouais. c'est ça? Si. Okay. Ouais. Donc déjà, ça c'est un peu pour te donner tout ce qu'a fait Aymeric dans sa carrière amateur. Donc déjà, je voudrais retourner au tout début. Ouais. À quel âge tu as commencé le golf? J'ai commencé ici, au Paris Country Club. Je pense que j'avais 4 ans. Ouais. En plus, je me souviens de ce moment, ce qui est quand même assez spécial vu que j'étais vraiment petit. Mais mon père est prof de tennis et il allait jouer au golf une fois tous les 2 semaines le dimanche. D'accord. Et il m'a amené une fois. Et bon, j'étais assis sur la chaise, je le regardais taper, quoi. Ouais. Et je me souviens, il y a un coach qui, mince, je me souviens plus de son prénom, Philippe, c'est ça? Ouais. Ok. Qui m'a pris avec lui et ses élèves. Connais ou non? Oui, celui vraiment qui s'occupe des tout petits, qui est maintenant au Golf National. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et je l'ai vu la semaine dernière, donc vraiment il m'a désolé. formé à la formation au BP. Ah ben il est exceptionnel. Il est incroyable. Franchement, si on pouvait avoir un mec comme ça dans chaque club, ce serait magique. Ça fait plaisir. Je lui enverrai la vidéo. Ouais, désolé pour le nom, ça m'est glissé. Mais du coup, j'ai commencé avec lui, je pense que j'avais 4 ans, il m'a pris 1 heure, il m'a dit tiens, viens jouer avec les jeunes. Ouais. Et puis j'ai adoré, j'ai tapé la balle. Sans me prendre la tête. C'était l'amour au premier franchement, coup de foudre, ouais, je me souviens, il m'a montré comment tenir le grip, j'ai réussi à taper la première balle. Ouais. Et puis voilà, mon père du coup m'a amené 1 fois par semaine, 1 fois tous les 2 semaines comme ça pour juste me détendre. Et puis voilà, donc j'ai commencé à l'âge de 4 ans ici. Ouais. 4 ans, et donc tu joues 1 fois toutes les 2 semaines. Est-ce que à partir de quel moment ça commence à être sérieux, tu te dis Alors j'avais la chance du coup mon père était dans le sport, donc j'ai fait pas mal de sport. J'avais fait du tennis bien sûr, du karaté, du foot. Mais je me souviens avoir fait ma première compétition à l'âge de 8 ans, ou même non, 2007, 7 ans. C'était le Tour Elite Junior US Kids, enfin c'était le truc vraiment à l'époque à Orléans-Limoges, je me souviens. Je l'ai fait aussi. Ouais. Je l'ai gagné en 17-18. Tu vois, moi j'étais peut-être la catégorie la plus basse. J'avais 7-8 ans et j'ai vraiment bien aimé en fait cet esprit de compétition, mais je pense que réellement je me suis vraiment consacré dans le golf quand j'avais 12-13 ans. J'ai arrêté le tennis, j'ai arrêté le karaté à peu près à cet âge-là. Et je me suis consacré à fond avec le sport-études en fait, au Paris Country Club quand j'ai commencé à peu près à 12 ans. D'accord. Ouais. Et puis j'ai rejoint le Pôle Espoir à Montpellier. Attends, attends là, tu vas vite. Ouais. Déjà là,
t'arrêtes le tennis, ton père qui est prof de tennis, il le prend comment à ce moment? Tu sais, j'avais un caractère très fort. Ouais. Du coup, je pense que c'était mieux. Voilà, mon père me disait, mais va méditer au golf parce que là, sur le terrain de tennis, t'es vraiment. Tu pètes des câbles. Ouais, j'étais pas loin de casser des raquettes. Mais en tout cas, le tennis, ça m'a vraiment apporté cet esprit de compétition aussi, je trouve. Alors, tu joues contre un adversaire, mais c'est même gérer tes émotions. Mais moi, je trouve, tu sais que j'ai fait du tennis aussi. Je trouvais que c'était, moi, mentalement, c'était plus dur que le golf pour moi parce qu'il fallait que je gère moi et aussi l'adversaire vu que tu joues contre lui. J'ai cassé beaucoup plus de raquettes au tennis que de clubs. Ouais, et puis c'est vrai qu'au tennis, si l'autre il joue vraiment mieux que toi, tu peux faire vraiment je me souviens avoir fait le match de ma vie et quand même perdre. Donc c'est vrai que. Oui, c'est ça. Ouais, t'es pas comparé au golf où t'es seul contre toi finalement un petit peu. Exactement. Donc tu te mets au golf à fond. Qu'est-ce que là, tu dis à 12 ans? Qu'est-ce que ça veut dire du coup tu te mets au golf à fond? C'était quoi ton… Eh bien voilà, j'ai commencé du coup à 12-13 ans à avoir une série complète de clubs, à vraiment avoir un matériel entre guillemets plus professionnel. D'accord. Faire des entraînements plusieurs fois par semaine. Donc tu jouais combien de fois par semaine? Je pense que je jouais le mercredi et le week-end. Ok. Donc on était sur du 3 fois par semaine. Mais voilà, c'était avec Arnaud, Vassili, tous les coachs à l'époque. D'accord. Et en fait, je pense qu'on avait tellement un groupe incroyable de jeunes. D'accord. On avait vraiment D'ailleurs, on était très bons au moins de 17 ans. Souvent, on gagnait un peu les strokes. On n'a jamais gagné la finale des moins de 17 ans, mais on n'était jamais loin. Et c'est juste cette émulation avec tous les autres jeunes où je me suis dit, en fait, là, j'ai mes meilleurs potes. Il y a une belle compétitivité, on adore se faire des concours chaque semaine. Ouais. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, allez, je vais mettre à fond dans le golf, c'est là où il y a mes potes. Puis je sens qu'il y a quelque chose à faire. Et là, du coup, à 13 ans, tu te dis, je vais être professionnel? Ouais. Ouais. Quel a été le déclic? Ouais, tu sais, en plus, à l'époque… quand j'avais 13 ans, tu avais Ricky Fowler qui commençait. C'est pour ça que t'es Cobra alors? Ouais. Ricky, j'ai pas peur de le dire, c'est mon idole. D'accord. Aux États-Unis, après on en parlera plus tard, mais ils m'appellent tous Ricky. D'accord. Parce que Emric, ils avaient du mal à le prononcer. Voilà. Donc je me souviens, à 12-13 ans, j'étais habillé, mais de la tête aux pieds en orange. Hein. D'accord. Tu faisais partie de ceux qui étaient. Voilà, je faisais partie des Ricky's fans. Et puis Tiger Woods, bien évidemment. Mais t'étais pas trop jeune finalement pour connaître vraiment Tiger Woods ou… Alors, pas loin. Je pense que j'avais 2-3 ans un petit peu trop en retard. Je me souviens parce qu'en 2008, même en 2001, tout ça, il a fait une saison incroyable. Mais j'étais pas un fan de Tiger au premier abord. Ouais. Et puis bon, maintenant, quand tu grandis, tu vois ce qu'il a fait pour le sport. Ouais. Bah voilà, the GOAT. T'es obligé. Ouais. Et du coup, là, donc on arrive peut-être au point culminant où là, tu gagnes au Doral, c'est le US Kids, ça s'appelle comme ça? C'est le Doral Publix, c'est ça. Et tu peux décrire quelqu'un qui n'y connaît pas du tout ce que c'est que cette compétition? En fait, c'est un peu le championnat du monde pour les jeunes. C'est-à-dire que tu as à peu près 40 à 50 nations. Tu te qualifies comment? Tu te qualifies en fait grâce à ton ranking. Alors c'est un ranking européen, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que tu dois faire des tournois un petit peu en France ou en Europe. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui se retrouvent du coup, je crois que c'est la dernière semaine de l'année, fin décembre. Et puis c'est un tournoi sur 3 tours où tu joues sur le parcours de Trump, le Trump c'est ça, c'est le Doral. Ouais. Donc il a pas mal de parcours, c'est magnifique. Et puis en fait, la chance que j'ai, c'est avec le Paris Country Club, c'était Philippe Tézier qui nous prenait en fait les meilleurs jeunes du PCC. Il nous prenait en charge le billet d'avion et on restait avec lui en fait toute la semaine. D'accord. Donc c'est lui qui s'occupait de nous avec Séverine et on avait juste à jouer au golf. Et j'ai eu la chance de gagner sur le dernier tour. Ouais. D'où l'importance d'avoir des personnes qui t'aident. Je pense que ça peut finalement changer une vie. Ah oui. On parlera aussi, tu es en train de faire une campagne Litchi pour t'aider dans ta carrière professionnelle, donc on en parlera un peu plus tard. Et du coup, là, tu fais tes 3 tours. Est-ce que c'est
Il y a un documentaire sur Netflix qui est sur où on voit des jeunes qui font ce tournoi. Ouais. Tu es à des départs avancés, c'est ça ou Oui. Alors tu vois, c'est par catégorie. Donc moi là, je me souviens, je pense que je jouais des jaunes à cette époque. D'accord. Ouais. Donc c'était. Mais moi, ce que j'adorais, c'est tu sais, des gamins, tu te rends pas compte un peu de la chance que tu as, mais on jouait sur un parcours quand même qui était magnifique. Enfin, c'est le Trump d'Oral. Et puis cette herbe très particulière en Floride où on peut vraiment mettre du spin. Enfin, c'est quelque chose que en France, c'est difficile vu que c'est pas la même herbe. On peut pas mettre autant de spin. Donc, je me souviens juste avec mes potes kiffer chaque moment de cette semaine. Et puis, bien sûr, il y a là quand même le côté compétition quand ça commence. Mais c'est vrai qu'au premier abord, on y allait un peu en mode vacances. Hein. On se dit, tiens, on va aux États-Unis. Oui, quand tu arrives aux États-Unis, on est aux États-Unis, quoi. Enfin, ouais, c'était ma deuxième fois aux États-Unis parce que j'avais déjà fait le Doral l'année d'avant. Ouais. Et puis ouais, c'est les States quoi. C'est waouh, il y a des palmiers, il fait 25 degrés en plein décembre. Ouais. Tu joues un parcours d'une qualité incroyable que bien sûr il y a le parcours du PGA Tour à l'époque sur celui-là, tu vois. Donc on se dit tiens on va refaire le coup que Tiger il a fait en 2010 ou trop tu vois. Ouais, t'as des anecdotes comme ça. Ouais. Tu te souviens de Rory McIlroy qui lance son club dans l'eau? Oui. Et ben c'est ce parcours-là. D'accord. C'est le 8. Donc tu as essayé de lancer ton club? Non, ça je l'ai pas fait. Ça je l'ai pas fait. Mais petite anecdote par contre pour la semaine où je gagne, c'est que on faisait un peu, on faisait les gamins sur le practice, tu sais, on faisait des jongles, on essayait de taper la balle, etc. Et je me souviens, Julien Tézier, un pote à moi, avait mon driver et en fait je lui fais un chip et lui devait la prendre avec le driver, tu vois. D'accord. Et ça, c'était la veille du tournoi. C'est pour te dire, c'était pas très sérieux. Il casse le driver en deux. Il casse le shaft en deux. Okay. J'ai plus de driver, je joue dans… Ah, c'était le tien? Ouais, c'est le mien. Okay. Je joue dans 8 heures, j'ai pas de driver, je vais au Pro Shop. Il me donne une sorte de drive un peu flex shaft senior. Ouais. Et ben écoute, j'ai joué la compétition avec et j'ai jamais aussi bien drivé. D'accord. Ah, ça c'est marrant, ouais. Ouais, donc ça c'était sympa. Ça c'est vrai. Parfait. Du coup, c'est 3 tours de stroke. Ouais. Tu gagnes comment Je me souviens un peu des scores, mais je me souviens que je gagne avec 4 coups d'avance quand même. Okay. C'était très serré avec Michael Thorbjørnsen. D'ailleurs, il y avait un Français, Thomas Bureau, qui était dans le coup aussi. Je me souviens, on jouait ensemble. C'était quand même sympa d'être 2 Français dans la partie de 4 de la fin. Et ouais, je gagne avec 4 coups d'avance, mais je pensais que j'avais vraiment que 1 coup d'avance. C'est-à-dire que tu es vraiment dans l'action, tu stresses, tu es jeune, tu te rends pas compte. C'est difficile de manager les émotions comme là, tu peux peut-être le faire à l'heure actuelle. Ouais. Mais du coup, je me souviens jusqu'au 18, c'était vraiment chaud. Et finalement, je gagne quand même avec 4 coups d'avance. Mais... Et donc lui qui est aujourd'hui numéro 1 amateur, c'est ça? Ouais. Michael Thorbjørnsen, il doit être numéro 1 ou 2 amateur. Il joue à Stanford. D'accord. Et puis là, il va passer pro dans quelques mois. Il a déjà eu des invites vu qu'il est numéro 1 amateur sur le PGA Tour ou le European Tour. Là, il vient de faire top 10 à Dubaï sur le DP World Tour. Donc, ouais, non, c'est un chouette mec. Donc, ça t'inspire, toi Ouais. Et tu vois, je l'ai battu cette semaine-là, quoi. Ouais. Ok. Et donc là, on continue. Tu commences à… Donc là, tu fais plus des grands prix en France. Tu rentres au… Quand est-ce que tu rentres au pôle Alors, je rentre au pôle, en fait, l'année où je gagne le Doral. Donc, tu vois, je rentre au pôle en 2014. 2014 ou 2015. Et je fais 2 ans à Montpellier. D'accord. Avec Alexandre Bosseret en coach. Et c'était un petit peu bizarre de sortir un peu du cocon familial assez tôt, à 14 ans. T'as quel âge? À 14 ans, ouais. Mais j'ai vraiment adoré. Pareil, je me suis retrouvé avec un groupe de jeunes on voulait tous être professionnels de golf. Donc on s'est vraiment tiré vers le haut. Et puis c'est vrai que la Fédération française a tout mis en place pour qu'on soit bien. Ouais. Et comment, si par exemple un jeune qui veut rentrer dans un pôle là, qu'est-ce que ça demande Alors à l'époque, en fait, tu avais des tests. Je me souviens, c'était des tests en avril au Golf National, où tu avais vraiment les jeunes des 4 coins de la France, même des pays outre-mer. Enfin, je me souviens, mon pote de La Réunion, il était venu, etc.
Et tu fais des tests pendant 2 jours où en fait les coachs ils te voient jouer. Tu as des tests bien sûr golf, donc tu fais un 18 trous golf national. Puis l'après-midi tu vas faire un 9 trous avec 3 clubs sur l'Aigle. Pour un peu le côté feeling. Et puis le lendemain c'est tout ce qui est test physique, un test mental aussi, où ils te poussent dans tes retranchements et tu dois… Il te pose des questions. En fait, je me souviens, ils étaient un petit peu durs, mais ce qui est normal, en disant tu vas quitter ta famille, tu sais, tu as 13-14 ans, tu vas quitter ta famille, tu es sûr que tu es capable de ça. Imagine, il se passe ci, imagine, il se passe ça, et puis tu devais… rester. Tu savais qu'il fallait rester calme Ouais, je le savais. J'ai eu des petits échos de l'année dernière, donc de l'année avant que je passe. Mais alors maintenant, non, ça se passe plus comme ça. Ils ont arrêté les pôles. Maintenant, tu as les centres de performance, qui sont à Terre Blanche et au centre au Golf National. Mais c'est un peu le même principe. Si tu vois, faut vraiment. Moi, si j'ai un conseil à donner aux enfants, c'est allez-y à fond, même assez tôt dans votre vie. Bien sûr, amusez-vous. Mais du coup, là, quitter tes parents à ce moment-là, comment tu le vis? Écoute, ça va. J'ai eu une transition assez smooth. Comment tes parents le vivent? Non, en fait, mes parents, ils étaient vraiment contents pour moi. Et puis, j'avais la chance de rentrer quand même assez souvent le week-end. Je prenais le train de Montpellier à Paris, on va dire au moins 2 fois par mois. Donc, c'était quand même cool. Mais c'est vrai que, tu sais, tu as 14 ans, tu te retrouves avec une bande de potes. Tu es quand même très bien encadré. Hein, tu es au Krebs. Tu étais au Krebs. Et puis, ça se passe en fait, c'est de l'école le matin. Et puis entraînement avec ton équipe l'après-midi et puis les devoirs le soir. Donc c'était une routine qui était vraiment assez simple à mettre en place. Et le week-end, tu allais faire des compètes Ouais, le week-end, alors soit il n'y avait pas de compète, donc on s'entraînait tous ensemble, ou souvent on sortait faire un bowling ou un laser game, enfin les trucs quand tu es jeune, tu vois. Et puis oui, sinon quand il y avait les compètes, c'était souvent on partait le vendredi, donc on finissait l'école le jeudi, puis on partait le vendredi et on faisait des grands prix, 2 tours, 3 tours, tous ensemble avec le camion du pôle. Et je me dis là, quand j'entends ça, donc c'est golf, mais 100% tout le temps, tous les jours. Est-ce qu'il y avait des moments tu te dis j'en peux plus là, j'en ai marre Oui, bien sûr. En fait, il faut vraiment avoir une balance. Moi, ça m'est arrivé d'être trop à fond dans le golf, tu vas vouloir trop bien faire et en fait, je me fatiguais mentalement assez vite. Et puis c'est là où tu as besoin d'un break. Donc, tu vois, je pense que plus tu avances dans ta vie, plus tu vas apprendre à te connaître. Mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, je me souviens de notre coach qui nous disait, les gars, le week-end, faites pas n'importe quoi, mais allez, alors on était à Montpellier, donc allez à la plage, faites un bowling, faites un cinéma. Puis c'est vrai qu'on se faisait quelques potes aussi au collège qui n'étaient pas du tout golfeurs, et heureusement, tu vois, pour sortir un peu du golf. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de potes qui faisaient d'autres sports comme le basket, le foot, et du coup, j'allais les voir le week-end, j'allais voir leur match. Souvent, on se faisait un peu de foot ensemble. Enfin. Ouais, avoir un truc, une sortie un peu où tu penses pas au golf, oui, c'est vrai. Autre chose. C'est vrai que maintenant que tu me dis ça, les week-ends où il n'y avait pas de compète, on en profitait quand même bien. Ok. En plus, à Montpellier, c'est pas mal, il fait bon. C'est pas comme le temps c'est sûr. C'est sûr. Et après, donc, tu joues pour l'équipe de France à un moment en match play. Comment ça marche ça Oui, alors en fait… Quelqu'un qui n'y connaît rien, comment tu le décris? Pendant l'année, tu as plusieurs rencontres. Tu as plusieurs rencontres amicaux, comme par exemple le France-Italie, le France-Angleterre, le France-Allemagne. Ça, c'est des rencontres qui se passent dans l'année. Et on va dire, c'est à peu près tous les 3 mois, je dirais. Et du coup, ils te font une sélection de comment tu as joué en fait en Grand Prix ou sur les tournois qui. Donc là, c'est combien à cette époque-là? Là, en handicap, je pense que j'ai dû être scratch aux alentours de 15 ans. D'accord. Ouais. Et donc là, tu es dans les meilleurs Français c'est ça. C'est ça. Cette victoire orale m'a bien aidé. Et du coup, je me souviens, je fais le France-Angleterre qui est pendant la Carlian. C'est une compétition de match-play, c'est les internationaux moins de 18 ans, contre l'Italie, pardon.
Et voilà, du coup, c'était ma première sélection en équipe de France. Ouais. Comment ils te sélectionnent? Ils choisissent... En fait, ils prennent le top 8, à peu près le top 6 de la meilleure tranche d'âge, moins de 14, moins de 16, moins de 18. D'accord. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est. Tu fais des matchs, tu as des anecdotes. Est-ce que les Italiens, ils étaient difficiles? Alors, les Italiens, franchement, c'était très compétitif. C'était comme le foot, hein. Zidane et Materazzi. Ils tombaient par terre ou pas? Non, je me souviens, les Italiens, c'était toujours chaud. Ils nous faisaient souvent des petits coups un peu farfelus, comme je te la donne pas, tu vois, et du coup, tu vas la ramasser. Et puis, non, c'était toujours un peu tendu, ouais. Du coup, d'où la formation mentale avant. Ouais. Là, ça peut t'aider là-dessus. Comment tu réagis quand quelqu'un fait ça? Tu sais, c'est les Italiens, on les connaît. Hein. C'est les Italiens, on les connaît. Donc, non, c'était vraiment super sympa. Mais je me souviens, notre match le plus compétitif, c'était contre l'Angleterre. Okay. Donc, c'est le match. Donc, voilà, Donc, en fait, j'ai atteint le pôle France ensuite, à la fin de ces 2 années, donc de 14 à 16 ans. Il y avait 2 places pour atteindre le pôle France. Et j'ai été sélectionné, donc j'étais quand même très fier. Donc le pôle France, en fait, on est un peu dans l'équipe de France. C'est l'étape d'après. C'est l'étape après le pôle espoir. Et du coup, je me suis basé sur Antibes. Okay. Le pôle France est à Antibes. Et pareil, même concept. Tu es dans un internat de 16 à 18 ans, donc tu passes ta première terminale là-bas. Et même concept, école le matin, golf l'après-midi, mais encore un petit peu plus poussé. Okay. Tu joues avec des meilleurs joueurs et je pense que c'est là où j'ai vraiment clos. Okay. Et là, tu atteins quel niveau du coup si tu dis que tu es clos Là, je me souviens, je gagne juste ma rentrée avant le pôle France, je gagne le Scottish. Vas-y, alors là, va à fond dans l'aventure. Donc ça, c'est un gros tournoi? Ouais, c'était un gros tournoi U16 où en fait, tu avais pareil, tu vois, c'est comme tu dis, être bien encadré, c'est que je me souviens, l'équipe de France prenait avec eux les 6 meilleurs jeunes. Donc on partait, on faisait première semaine en Irlande pour faire le Irish Open, où j'avais plutôt pas mal performé. Et puis après, on va en Écosse. Et l'Écosse, c'est un 4 tours. Donc déjà, toi, t'arrives en Écosse, qu'est-ce que… tu descends de l'avion, qu'est-ce que tu vois de… C'est vert. C'est vert, mais la chance qu'on avait, c'est qu'on a joué West Lothian, qui est un parcours juste à côté de Carnoustie. Ouais. Donc je me souviens, notre coach à l'époque, il nous a, tu sais, on a marché Carnoustie, il nous a un peu raconté l'anecdote de Jean Van de Velde. Ça te prépare pas bien, ça? Non, ça prépare pas bien, mais on le jouait pas ce parcours, on le jouait pas. Mais du coup, c'était super sympa. Et puis oui, le tournoi arrive. Et juste le temps, il est comment? Le temps est bien. Ouais. Le temps est bien quand on arrive. Okay. Le temps est bien quand on arrive. Et maintenant, tu vois, c'est drôle que tu m'en parles. Je me souviens, le premier tour, il n'y a pas de vent. D'accord. Il fait parfait. Je joue plus 5, je suis plus 5 après 9. D'accord. Et sur le leaderboard, je suis dernier. Là, donc tu vois le leaderboard Ouais, il y avait un truc après 9 trous. Dernier, 122e. Dernier, plus 5 après 9. Il y a vraiment conditions parfaites. Bon. Ouais. J'arrive à finir quand même plus 3 la journée, donc je fais moins de retour. Et je me souviens, j'ai mon père au téléphone le jour, je dis tiens, j'ai du mal à jouer papa, je comprends pas, j'ai aucune confiance. Bref, on parle pendant 10-15 minutes. Et je fais un bon deuxième tour, moins 3. Qu'est-ce qu'il te dit du coup Tu sais, juste, mon père était un peu dur avec moi quand même, donc il me dit oh, tu m'énerves, je joue au golf, arrête de trouver des excuses. À un moment, je joue au golf, quoi. Tu vois, si t'es capable de le faire, on le sait. Ouais. Et puis c'est vrai que j'aimais bien quand il me rentrait un peu dedans, parce que du coup, c'est vrai qu'il me dit bon, allez. Toi, c'est quelque chose qui t'aide là-dessus? Ok. Ouais. Et il y avait quand même un cut à passer, et puis mes copains de l'équipe de France avaient quand même pas mal joué le premier jour. Ils étaient tous dans le cut. Donc tu veux pas être le vilain petit canard à rater le cut alors que les autres le passent, tu vois. Donc je joue moins 3 le deuxième tour. Du coup, tu te focuses sur quoi pour j'avais à l'époque, c'était vraiment coup par coup. Alors c'est vrai que le coup par coup, c'est un petit peu c'est vrai hein. Voilà, tout le monde, c'est un peu cliché hein, oui, il joue coup par coup. Mais je me souviens le 60 on appelait ça le 70 x 30 secondes. Donc en fait, c'est au golf, tu vas taper dans une bonne partie à peu près 70 coups. Et en fait, il faut vraiment que tu te concentres à fond sur ces 70 coups.
Tu vois, quand tu marches, tu peux regarder les oiseaux, tu peux penser à qu'est-ce que tu vas manger ce soir, tu vois. Enfin, t'as pas besoin d'être dans le process. Mais par contre, c'est vrai que quand j'arrivais devant la balle et que je mettais mon gant, bah là, c'était game time. C'était vraiment. En fait, c'était mettre le gant, c'était le signe pour. Voilà, c'est ça. Je suis dans la zone. Ouais. Et ça, c'était quelque chose qui marchait très bien avec moi. Tu vois, c'est vraiment switcher le on and off. Donc là, c'est bon, j'ai regardé les oiseaux, j'ai fait tout ça. Bon, là, hop, il y a ma balle, il y a la distance, je mets mon gant et puis je me concentre sur ça. Donc c'était vraiment mon mot d'ordre pendant toute la semaine. Ce que tu n'arrivais pas à faire au premier tour, par exemple? Ouais, au premier tour, j'étais pas dans le process, pas autant. Ouais. Tu étais plus dans le jeu, dans le jeu, dans le résultat. Ouais, j'étais pas là, tu sais, ça arrive. C'est peut-être un peu le stress du début de tournoi. Donc je pense que ce qui était bien, c'est que vu que j'étais plus 5 après 9, ben, j'avais plus rien à perdre. Donc c'était vraiment le moment de jouer au golf. Ouais. C'est vrai. C'est plus facile dans ces cas-là. Ouais. Et du coup, là, les conditions, elles sont comment? Donc là, ça allait. Et puis le dernier tour, on joue 36 trous. D'accord. Donc le dernier tour, c'était 36 trous, partie de 2, c'était plutôt sympa. Et là, il pleut, il y a du vent, c'est dur. C'est le vrai temps écossais, c'est pas facile. Ouais. Et tu t'adaptes comment à ça? Écoute, j'étais remonté vers la 25e place à peu près. Et j'étais pas si loin de la tête. D'ailleurs, c'était Thomas Boulanger qui était en tête. D'accord. Mon coloc. Ouais. Et je me suis dit, bon, écoute. T'étais combienième là? Je devais être 25e, je pense. Ok. Ouais, 20e, 25e. Et j'ai dit je me disais, bon, allez, t'as 36 trous, ça va être une longue journée, ça va être dur. Tu viens de Paris, t'as l'habitude de jouer sous la pluie. Tu vois. Donc c'est un avantage de s'entraîner à Paris. Okay. Ouais. Et c'était vraiment, c'était une journée parfaite. Je fais Donc là, pour tous ceux qui sont. Moi, par exemple, je joue bien que quand il fait beau. Ouais. Comment tu t'adaptes pour bien jouer sous la pluie? Déjà, avant toute chose, c'est se préparer, avoir sûr que tu as une serviette, une extra serviette, une serviette en plus, que tu aies bien ton protège sac, que tu aies bien assez de gants. Alors moi, j'avais des gants de pluie, mais il y en a, je sais, ils n'aiment pas trop jouer avec des gants de pluie, donc pense à prendre 5-6 paires de gants. On ne sait jamais, t'en as jamais assez de toute façon. Donc voilà, ça c'est le hors golf. Et puis une fois que je suis arrivé sur le terrain, je savais que ça allait être dur. Tu vois, je savais que ça allait être dur. Je savais que les jeunes allaient peut-être se frustrer. Ils allaient rater plus de coups. Du coup, mon mot d'ordre, c'était juste step by step, marche après marche, essayer de grappiller des places en jouant mon jeu, jouer des zones un petit peu plus larges, éviter les erreurs en fait. Est-ce que tu adaptes ton jeu? Quand il pleut, tu perds en distance? Tu fais… Ouais, tu perds un petit peu en distance parce que déjà tu as plus de couches sur toi, tu as une veste de pluie, etc. Et ta balle, elle va pas voler autant. Donc ça, c'est des choses que oui, effectivement, il faut que tu prennes en compte. Tu adaptes ta trajectoire ou pas? Pas vraiment. En fait, je pense le mot d'ordre, c'est le rythme. Parce que c'est vrai, quand il pleut, tu as souvent tendance à vouloir la taper un peu plus fort parce que tu sais que tu vas perdre en mètres. Alors qu'en fait, il faut vraiment que tu aies le même rythme. Prends un club de plus. Tu vois, change pas ton jeu, voilà. Tu vois, vraiment, moi j'ai pas changé mon jeu, je me suis juste dit ok, la balle elle va aller un petit peu moins loin, il y a du vent, il fait froid, donc essaye de te préparer comme il faut. Et puis voilà, après une fois que tu vas sur le terrain, c'est la guerre, hein. C'est un combat, ça va être une super longue journée, 36 trous, voilà. Donc, écoute, je fais. En tout cas, parfait pour le match de cet après-midi. Peut-être s'il pleut. Tu m'as donné des bons conseils, ok? Ouais. Grave. Et du coup, je fais le moving desk. Donc, le troisième jour, je fais -6. Ah ouais. Sous la pluie. Ouais. Waouh. Là, tu gagnes des places. Ouais. Là, je passe premier ex-aequo. Ouais. Donc, tu pars de dernier le premier jour. Voilà. À premier ex-aequo. Premier ex-aequo. Ouais, ok. Premier ex-aequo. Et puis, en fait, tu vois, ce qui était plutôt pas mal pour moi, c'est que j'ai pas vraiment eu le temps de digérer le fait que je jouais -6. Et puis, tu vois, rentrer à la maison et puis dormir un peu en stressant en me disant je suis premier, etc. Parce qu'en fait, tu réenchaînais direct. Ouais, ok. Tu réenchaînais direct avec le même joueur. C'est-à-dire que tu changeais pas les parties, etc.
Et écoute, je fais une super journée. Je savais que j'étais dans le coup, du coup. Ouais. Et je fais -2 le dernier tour pour gagner avec 2 coups d'avance. Ouais, donc ça c'est une conclusion à la Tiger, ça. Ouais. Bah ouais. Et tu te souviens des moments de stress où là, Ah oui. Oui. Tu pourrais en partager un coup que tu te rappelles ou... Ouais, bah, en fait, tes routines déjà, elles vont quand même te permettre de rester dans le présent. Okay. Mais je me souviens à la fin, même si tu as des bonnes routines qui sont solides, voilà, il te reste, tu sais que tu es à 2 ou 3 trous de remporter un tournoi international. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi à ce moment-là de gagner ce tournoi? Tu vois, à l'heure actuelle, je pense que tu réalises pas trop. Mais c'est vrai que tu gagnes au Doral 4 mois avant un tournoi international, puis là tu réenchaînes sur un autre et tu peux le regagner. Ça t'apporte bien sûr beaucoup de confiance, tu vois. Mais moi je me souviens au 18, pour te dire un peu la peur que j'avais, c'est qu'on finissait sur un par 3. D'accord. Je ne sais pas où j'en suis. Je regardais pas le leaderboard. Okay, ouais. Je voulais pas regarder le leaderboard. Mais je me souviens, c'est un trou un petit peu con. Alors il y avait vent avec, donc c'était un fer neuf. Et en fait, tu as des bunkers devant, un green, et juste après le green, tu as les fameux murets de pierre. D'accord. Tu as vraiment un mur de pierre, et à droite, juste à droite du green, mais vraiment à 3 mètres du green à droite, tu as le clubhouse qui est hors limite. D'accord. Et derrière, pareil, derrière le green, c'est hors limite. Et du coup, tu avais quand même pas mal de vent, donc c'était un petit peu dur à gérer. Il y a juste du vent, il pleut pas à ce moment? Ouais, il pleuviote un petit peu, mais c'est le vent qui prend le dessus. Ok. Et là, je fais une espèce de gratte. Ouais. Je fais une espèce de gratte au fer neuf, mais vu que du coup la gratte elle monte un petit peu, elle prend le vent, elle s'épouse juste après le bunker et elle se met sur le green. Ok. Voilà. Et là j'ai un putt de 12 mètres. Ouais. Puis là voilà, le mot d'ordre est simple, j'essaye pas de la rentrer. Tu sens ton cœur qui bat. Ouais, le cœur qui bat, mais je pense que le fait d'avoir fait un peu une gratte et être sur le green, en fait j'ai rigolé. Tu vois, mon premier feeling c'était de rigoler en mode bon bah. Peut-être, comme tu dis, la chance un peu du gagnant. Ouais, c'est vrai, ça fait toujours partie. Ça fait toujours partie, surtout dans le golf. Et voilà, je fais 2 putts à 12 mètres pour gagner ce tournoi. Donc, et là, tu exploses. C'était top. Non, c'était top. Puis c'était surtout génial de célébrer avec tes potes. Ouais. Ils sont là autour du green ou... Ouais, c'est ça. Ils étaient là au clubhouse. Je me souviens, il pleuvait, donc ils regardaient sur la fenêtre un petit peu au clubhouse comme ça, tu vois. Ouais. Mais ce qui était top, c'est qu'on avait toute la soirée devant nous et puis on avait le vol le lendemain. Donc c'est vrai qu'on a célébré comme il fallait. Ouais. À cet âge-là, tu bois déjà de la bière ou... Non, on faisait les cons. Ce n'est pas partageable sur les réseaux. Et donc là, du coup, maintenant, on va aller plutôt sur aller en fac US. Donc ouais. Là, tu vas à quel âge? Je vais à 19 ans. D'accord. Et pour un jeune là qui rêve d'aller en fac US, est-ce que tu peux décrire le process? Qu'est-ce qu'il te demande? Alors les fac US, c'est incroyable. Ouais. Je pense que c'est super important pour un golfeur d'avoir déjà un plan B. Moi, j'y allais bien sûr pour jouer au golf, pour découvrir un peu la vie là-bas, parce que j'ai eu la chance d'être j'ai eu pas mal de succès en Europe, mais c'est vrai que tu veux toujours aller aux États-Unis pour te confronter avec les meilleurs. Ouais. Et c'est quoi la différence là-bas, en termes de culture golfique ou... Ils adorent le golf, bon comme nous, hein, mais déjà les parcours qu'on joue sont incroyables. C'est-à-dire que tu peux vraiment progresser sur des parcours comme ça, peu importe l'état où tu es. Il y a beaucoup d'argent dans le golf là-bas. Ouais. Et puis, tu as beaucoup plus de licenciés. Alors, c'est un pays qui est bien plus grand, vu que le Texas, c'est déjà 3 fois la France. Ouais. Mais en fait, même un joueur du dimanche, il peut vraiment te tenir tête. D'accord. Tu vois, ils ont un truc. Alors, ils n'ont pas les plus beaux swings, mais ils savent ce qu'ils font avec la balle. C'est efficace, quoi. Ça, ouais. Du coup, pour les jeunes qui veulent partir aux US, moi, vraiment, j'ai envie de dire foncez. Ils te demandent quoi, du coup? Alors, moi, j'ai eu la chance, j'ai été recruté. Ça veut dire quoi? Donc, en fait, quand je fais deuxième du British, du British Stroke Play, j'ai eu des emails de fac qui me disent est-ce que tu aimerais venir dans notre université? Carrément, tu vois. Ouais.
Et donc du coup, à l'époque, c'était Adrien Morc, et Bill Montigal qui m'ont contacté. Ah, il était là-bas Ouais, okay. Il venait de switcher de UCF à TCU. Et c'est vrai qu'ils m'ont tout de suite parlé. Enfin, j'ai vraiment adoré la communication avec eux. Et puis, ils m'ont proposé 100% de bourse sur une fac. Parce que ça coûte combien une fac aux US? Celle-là, elle coûtait à peu près 70 000 euros par an. Par an. Ouais. Wow. Ouais. Du coup, donc pour faire cette. Enfin, en gros, plus tu es meilleur, plus tu as une bourse, c'est ça? C'est ça. D'où l'importance de bien jouer en amateur. Exactement. Qu'est-ce qui fait que tu as 100% de bourse ou pas? C'est quoi? 100% de bourse du niveau. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà tout l'argent aux États-Unis vient de l'équipe de foot. C'est-à-dire que tu vois l'équipe de football américain, c'est eux qui ils ont tellement parce que le football américain c'est une religion là-bas, donc ils ont tellement d'impact qu'en fait l'université gagne beaucoup d'argent grâce à ça. Et en fait après ils ont des pourcentages de bourse pour différents sports. D'accord. Et en fait ce qui se passe aux États-Unis pour l'équipe de golf, c'est que tu as 4,5 de bourse. Alors ça va peut-être pas te parler 4,5 de bourse, mais il faut que tu comprennes que 1,0 c'est 100% de bourse. Donc en fait, si tu veux, ils peuvent donner 4 fois 100% à 4 joueurs et 50% à un autre joueur. Voilà. D'accord. Mais bien sûr, ça veut dire que c'est que s'il y a 5 joueurs dans l'équipe. Si tu as 10 joueurs dans l'équipe, bah voilà, s'il y en a vraiment un, c'est un peu comme le mercato, tu vois. S'il y a vraiment un joueur qui veut partir en fac et puis que la fac le veut absolument, bon bah je vais te donner 100%, tu viens avec nous. Et puis voilà, du coup 100%, c'est-à-dire que tu ne payes rien toute ta scolarité pendant 4 ans. D'accord, ouais. Tu ne payes rien. Et en plus, tu es dans une fac incroyable, sur un campus de folie. Ouais, campus de folie. Et puis il y a toujours eu ce truc avec TCU et les Français. C'est-à-dire que tu as eu Julien Brun, David Ravetto, Pierre Mazier, Paul Barjon, bien évidemment. Et John Wanko, je crois qu'il est passé un petit peu par là. Okay. Donc c'était vraiment un plaisir de rejoindre un peu cette legacy de français. Et puis tu as Maxence Giboudot qui est venu. Pour toi, pour l'intégration, c'est plus facile de… Ouais. J'ai pu leur demander alors c'est comment TCU, et puis c'est vrai qu'ils m'ont tous dit mais Mike fonce. Enfin, et du coup, alors c'est comment TCU décris, est-ce que tu as un truc pour décrire par rapport à un Français qui est là au Paris Country Club, c'est quoi déjà, moi, c'est mes plus belles années. Ouais. C'est mes plus belles années. C'est irréel. C'est un petit peu un monde de fou. L'université est juste magnifique. L'équipe de golf était très compétitive. On joue des parcours de dingue. Pour te donner une idée, on a joué Pebble Beach pour mon premier tournoi. Ah ouais. Premier tournoi, j'arrive le 19 août et le 25, j'ai eu la chance de me qualifier. Parce qu'il y a des qualifications pour faire les tournois. Et ouais, c'était Pebble Beach, le premier tournoi. D'accord. Donc voilà, on a joué. Donc si toi, t'as le même rêve d'aller sur le PGA Tour que Mathieu Pavon, par exemple. Oui. Donc tu serais, là, si tu arrives sur le PGA Tour, tu serais prêt. Ouais, complètement. Je gagne facile. Non, je rigole. Non, mais non, franchement, moi, alors c'est vrai que t'as soit la culture de je passe pro assez vite, après le bac, je me donne à fond, etc. Ou alors je tente l'expérience américaine. Ça dépend de chacun. Mais moi, si je peux donner mon avis, c'est vraiment de foncer aux États-Unis parce que déjà le niveau est juste exceptionnel. Tu joues avec des mecs qui sont vraiment dans le top 5 mondial amateur chaque semaine. Ouais. J'ai joué avec Ludwig Aberg pendant 4 ans. Ah ouais, d'accord. J'ai joué avec Ludwig, j'ai partagé des parties avec Ludwig. Et donc, lui, c'est démentiel. Hein. Comparé à toi, tu voyais tu le voyais? Oui. Ouais. Consistance. Il avait tout d'un pro déjà, d'un pro sur le PGA Tour. À l'âge de 19, 20, 21 ans. Donc je ne suis pas surpris qu'il soit 10e mondial maintenant. Ouais. Et puis l'équilibre, c'est vrai que en fait tout est possible aux États-Unis et ça c'est vrai. Vraiment tout est possible. C'est-à-dire que si tu joues vraiment bien, tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter que tu peux peut-être ne pas avoir en France. Ouais. D'accord. Ouais. Et les tournois, ça se passe comment? Ils sélectionnent les joueurs et toi tu dois… Ouais, alors… tu es en équipe contre… c'est quoi? Ouais, c'est ça. Alors en fait, déjà tu as des qualifications
avant de jouer les tournois. On va dire que souvent dans une équipe de golf, on est à peu près 10. Okay, il n'y en a que 5 qui partent faire le tournoi. Donc en fait, nous à la maison, on va faire des qualifications, que ce soit sur 2, 3, 4, 5 tours, ça dépend. Et en fait, clairement, tu fais 4 tours de qualif et puis le top 5 part. Et tu te bats contre des mecs qui eux aussi ont une carrière amateur. Ouais, tu joues contre tes teammates en fait. Tu joues contre tes coéquipiers. Et puis ça va de. Tu sais, les États-Unis, souvent, tu as ton diplôme après 4 ans. Donc tu peux jouer contre une personne qui est en première année, deuxième année, troisième année ou quatrième année. D'accord. Et le but, c'est de se qualifier dans le top 5 pour partir après en tournoi. Et en tournoi, comme tu dis, tu joues pour toi. Et juste la qualif, c'est la guerre entre vous ou pas, ou vous êtes potes mais en même temps Bah ouais, c'est ça. On s'adore, hein, on est potes, mais bon, si tu veux, si je dois faire part pour partir en tournoi à Hawaï ou birdie et battre mon pote, je vais le faire. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas ça reste du golf. Donc oui, c'était très compétitif. Et puis tu vois, même le mec qui était premier de sa fac, il devait toujours se prouver à lui-même et prouver à son équipe que il devait se qualifier pour être dans le top 5. Ouais, même si tu es sur le papier le meilleur, tu peux ne pas te qualifier. Tu peux ne pas te qualifier. Après, tu as des exemptions. C'est-à-dire que si tu gagnes le tournoi précédent, tu es exempté pour le prochain. Ou si c'était vraiment un tournoi très prestigieux, si tu fais un top 10, tu es exempté. Mais ça dépend des facs. C'est pas une règle. Ça, c'était notre règle à TCU. Mais ça dépend des facs. Ok. Et après, tu vas sur le tournoi du coup et là tu. Ouais, tu joues contre d'autres équipes. Donc en fait, c'est un peu en mode Gunuyu. On est 5 et ils prennent les 4 meilleurs scores. D'accord. Voilà. Okay. Et ils prennent les 4 meilleurs scores et puis ton but, c'est que ta carte elle compte pour l'équipe. Donc c'est vraiment comme un format Gunuyu. En fait, c'est marrant, c'est la Gunuyu mais chaque semaine. Ouais. C'est ça. Et quand je pense, tu vois, au livre qui a créé, qui essaie de faire un truc à part avec leur truc d'équipe, mais finalement c'est ce format-là qu'il faudrait qu'ils fassent plutôt que. Et même là au moins, tu vois, si vous êtes une équipe, vous représentez l'université du Texas, donc peut-être quand même tu as une fierté de vouloir. Quand je vois le livre, l'équipe des driving range coach, je m'en fiche quoi. Ouais, c'est vrai. Je préférerais que ce soit l'équipe des Français contre l'équipe des Anglais, tu vois. Carrément, ça aurait pu être top, ouais. C'est bien ce qu'ils font le livre, en vrai, ça change un peu l'aspect du golf, un peu du vieux jeu, etc. Mais bon, tu sais, je pense à l'heure actuelle, surtout que maintenant je suis professionnel. Ouais. Tu vois, si le livre te propose. Toi, si le livre te propose, tu y vas tout de suite? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, il y en a beaucoup qui vont dire non, je suis fidèle au PGA Tour, mais déjà, je suis pas sur PGA Tour, je suis nowhere pour l'instant. Et puis oui, tu as une garantie du côté finance qui est. Voilà. Ouais. Tu sais, tu joues au golf, bien sûr, pour marquer l'histoire de ton sport, pour remplir des cases, mais à la fin aussi, tu joues pour en vivre. Est-ce que tu penses ça sur des tournois, tu penses à l'argent ou pas? Est-ce que tu te dis, si je rentre pas ce putt, je mange pas ce soir? Non, pas sur le tournoi. Okay. Pas sur le tournoi, mais bon, c'est vrai qu'avant et après le tournoi, surtout dans la situation où je suis actuelle, chaque coup compte. Une saison, c'est relativement coûteux. Et donc c'est vrai que c'est des choses que tu y penses, mais encore une fois, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Donc moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est normal d'y penser, mais tu peux rien y faire. Par contre, les choses que tu peux contrôler, c'est ton process, c'est bien t'entraîner, c'est de bien manger. Enfin, toutes ces choses-là, tu peux contrôler. Le fait de gagner un tournoi ou de pas le gagner, ça, tu peux pas le contrôler. Et donc du coup, on aborde maintenant la carrière professionnelle. Ça coûte combien une saison sur… Alors ça dépend sur quel tour tu es. Moi, je suis tout nouveau professionnel. Je suis passé professionnel là en fin d'année 2023. Mais je pense que sur la 3e division européenne, donc Alps Tour, Pro Golf Tour, je pense qu'une saison en termes de tournoi pur, donc billets d'avion, hôtel, entraînement, etc., je pense qu'on est sur du 30 000 €. D'accord. Juste les billets d'avion, ok. Ouais, billets d'avion, hôtel, entry fee, tu sais, l'enregistration, etc. Mais après, en dehors des tournois, tu sais, il faut que tu t'entraînes
dans un club, peut-être qu'il faut que tu achètes un Trackman, enfin ça c'est d'autres dépenses, tu vois. Mais je pense qu'en termes de compétition, tu es à peu près à 30 000 euros. Sur le Challenge Tour, la deuxième division, je pense. Les coachs que tu as, c'est qui, Et du coup, bien sûr, le coaching que tu dois payer à côté. Alors là, moi, je suis rentré en France pour avoir un petit peu un staff autour de moi. J'ai Greg Buisson. Ok. Ouais. Qui m'a formé aussi au golf national. Ouais. Génial. Voilà, tu vois un peu qui il est. J'adore un peu. Qui est aussi avec Perrine Delacour. Voilà. Ouais. C'est le coach de Perrine Delacour. Et non, j'adore. Il y a un super échange avec lui. Et en fait, son but, c'est que dans quelques années, je sois capable de me coacher moi-même, entre guillemets, que je n'ai pas besoin d'un coach. Donc, dès que j'ai des questions, il est là pour répondre et ça, c'est vraiment top. J'ai Antoine Schwartz pour le putting, qui est au Racing et franchement, c'est top. On a une super ambiance. Et puis, j'ai Kenny Le Sager aussi pour le petit jeu que je vois de temps en temps. Ouais. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un peu niveau golf. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a créé un groupe WhatsApp. Où en fait on peut un peu parler chacun de… D'accord. Ouais, donc finalement vous avez des discussions comme… Ouais, c'est le début, ouais. Comme en fait, comme si en entreprise tu décides un peu… C'est exactement ça. Ouais. C'est un peu comme une entreprise. Ouais. D'accord. Et du coup, Aymeric a créé, donc tu as créé une campagne Litchi. Oui. Pour t'aider à financer ta saison parce que finalement aujourd'hui tu n'as pas forcément tous les fonds pour financer. Qu'est-ce que ça changerait là si c'est quoi l'objectif de ta campagne? En fait, l'objectif de ma campagne, c'est je m'entraîne dur. En termes de chiffre d'affaires, de donation. Là, ce que j'aimerais bien, c'est 20 000 euros. Et donc ça te changerait quoi pour toi? En fait, ça déjà, tu vois, je peux respirer et ce serait juste de pouvoir jouer tous les tournois de la saison. De l'Alps Tour. De l'Alps Tour, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai eu la chance déjà d'avoir un monsieur qui m'a aidé pour l'Égypte. Là, je vais partir dans une petite semaine en Égypte faire 2 tournois, donc les 2 premiers tournois de l'Alps Tour. Mais l'Alps Tour, c'est long, tu sais, il y a à peu près 13, 14, 15 tournois, je pense, dans l'année. Et c'est un petit peu à droite à gauche. Alors l'Égypte, c'est un peu un cas particulier, mais après, on sera plutôt en Italie, en France, en Espagne, etc. Et c'est vrai que c'est de se dire, ok, je suis capable de faire un calendrier qui est complet pour pouvoir ne pas perdre un peu du retard ou prendre du retard par rapport aux autres qui, eux, peuvent faire une saison full. Donc voilà, c'est un peu l'objectif, c'est de pouvoir que je vagabonder sur chaque tournoi un peu à droite à gauche. D'accord. Ouais. Donc là, je ne sais pas combien il y a de personnes qui vont regarder cette interview, mais rien que s'il y a 2000 personnes qui donnent 10 euros. Grave, c'est ça. On est parfait. Il y aura peut-être 2000 personnes qui vont regarder cette interview. Aider Aymeric à réaliser son rêve parce que il donne tout ce qu'il a. Et en tout cas, on espère qu'il explose dans le futur. Donc, je mettrai le lien en dessous, là, en commentaire et en description pour si vous voulez participer, aider à changer la vie d'Aymeric, qui est un golfeur français. Merci, c'est super gentil. Et puis, voilà, j'adore faire aussi des retours. Je pourrais partager des parties. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on peut mettre en place. D'accord, ouais. Je crois que ils vont le retenir, ça. Ouais. Déjà, il y a la partie de cet après-midi où là, ils pourront te regarder. C'est ça. Mais tu vois, un système de primo birdie. Ouais. Mais c'est vrai que les gens ils se disent mais j'ai pas envie de donner 20 euros, mais quand ils pensent, si tous les copains donnent 20 euros, à la fin, ça peut faire vraiment un truc génial. Ouais. Donc voilà. Ouais. On compte sur vous. En tout cas, moi. Merci. Moi, je t'en donnerai aussi à la fin de. je te reverse tout le YouTube Money, même si ça va être pas beaucoup, je pense, pour ta campagne. C'est génial, merci beaucoup. Et donc, du coup, maintenant, tu es pro. Qu'est-ce que ça. C'est quoi là, tu es en train. Tu me disais que tu me faisais ton planning il n'y a pas longtemps. C'est quoi une journée type d'entraînement là, comme ça, en hiver avant la saison pour toi? Ouais, alors déjà, je pense qu'il est important avant de se faire un planning, c'est voir ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché durant la saison précédente. Okay. Donc tu vois. C'est quoi? C'est faire un point avec les stats? Faire un point avec les stats, okay. Ou juste tu vois parler à ton entourage, parler du coup à mes coachs en mode
bah voilà, il y a un secteur du jeu qui a vraiment pas été bon. Par exemple, pour moi, l'année dernière, c'était le wedging. Ok. Surtout que sur l'App Store, c'est important. Voilà, exactement. Tu as tout à fait compris. Moi, c'est vrai que j'ai toujours joué des parcours très longs aux États-Unis. En université, tu joues des parcours très durs où tu n'as pas beaucoup de wedge, donc ça allait. Mais je perdais quand même trop de points là-dessus. Donc en fait. Et tu regardes sur quelle appli juste pour. Alors, moi, je faisais sur Seagolf Stat à l'époque. C'est un peu un stat français. Qui est en France. Et maintenant, je suis sur UpGame. C'est vraiment super. C'est vraiment incroyable parce que tu peux même comparer tes stats avec ton copain ou même un joueur du tour qui est sur UpGame. Donc ça, c'est vraiment top. Donc tu vois, on s'est dit ok, il va falloir mettre l'accent sur le wedging putting parce que driving, j'ai toujours été bon. Tu vois, j'ai eu plus 1 de driving l'année dernière. Pour te donner un ordre d'idée, c'est top 5 européen. Donc plus 1, c'est-à-dire que tu gagnais un coup au drive par rapport au reste du champ par tour. Sur c'est quoi comme champ? Alors, sur les tournois que tu faisais? Non, sur le PGA Tour, European Tour. En fait, la stat est basée. Tu drives mieux que des mecs du PGA. Ouais. Oh, j'ai hâte de voir ça cet après-midi. Ouais, attention. Mais après, j'ai la chance. Je joue avec Cobra. Les drives Cobra, franchement, il n'y a pas mieux. On fera un point sur ce que tu as dans le sac aussi. Et ouais. Bon, du coup, un planning pour moi, dans les périodes un peu hivernales. Hivernale, ça se dit ? Ouais, c'est ça. C'est déjà préparation physique 3 fois par semaine. Et donc ça, ok. Donc, tu fais une journée où tu as la prépa physique. Tu te lèves à quelle heure? Voilà, donc du coup, je me lève tous les jours à 7h30. Ok. Donc ça va. Ouais. Je fais mes petites routines du matin. Ça peut. Moi, alors, je vais vraiment te dire de A à Z ce que je fais. Ouais, va dans le détail. Alors, je lis pendant 5 minutes. D'accord. Voilà. Je bois un grand verre d'eau. Tu lis quoi? La Bible. D'accord. Ouais, je lis la Bible pendant 5 minutes. Ouais. Je bois un grand verre d'eau et je fais mon petit déj. Une fois que j'ai fait mon petit déj, là, je peux regarder mon portable. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, dès que tu te lèves et que tu regardes le portable, tu perds en énergie, c'est dingue. Ouais, ça, je suis d'accord. Voilà. Donc, disons que de 7h30 à 8h30, je touche pas à mon portable. Donc, ensuite, 8h30, la journée peut commencer. Je m'habille et je vais au sport. D'accord. Donc, je vais au sport. Le Paris Country Club a vraiment une salle incroyable côté tennis. Ouais, merci à eux. Ouais, merci à eux, c'est vraiment cool. Merci Yael. Du coup, voilà, je vais faire une séance de sport qui est vraiment définie avec mon préparateur physique qui est toujours aux États-Unis. Donc, je suis toujours en contact avec mon préparateur physique de TCU. D'accord. Et le lundi, pour te faire clair, c'est les jambes. Le mercredi, ça va être le haut du corps. On voit que tu es un athlète en tout cas. Là, ouais. Merci. Le mercredi, c'est le haut du corps. Et puis le vendredi, c'est plutôt un truc de rapidité. D'accord. Voilà. Mais c'est de la force que tu fais quand tu fais le… Ouais, okay. C'est vraiment de la force. Et donc du coup, on va dire que je suis là-bas de 9h à 10h30. Ensuite, je rentre chez moi. Je me fais un lunch, je me prépare un déjeuner et puis là je vais. Tu manges quoi, surtout du poulet ou des trucs comme ça? Ouais, encore ça va. Moi, tu sais, j'ai vraiment envie de m'améliorer côté cuisine parce que bon, maintenant j'ai un peu plus le temps. Ouais. Mais non, là c'était plutôt pas de carbo, pas de bolo, enfin tout ça. Ok. Ça va, c'est le plat préféré de Mbappé. Donc. Voilà, exactement. Tu vois. Et après je pars sur le parcours. Okay. De 12h30 jusqu'à 17h30. D'accord. 17h30, même là 18h. Vu que... Et donc, toi, tu t'entraînes surtout sur le parcours Alors, je vais bien sûr, en fait, j'essaye de m'entraîner comme la compète. C'est-à-dire que je vais arriver 1 heure avant, je vais taper des balles, putter, chipper, je vais vraiment faire la routine d'un matin de tournoi. Okay. Et après, je vais sur le parcours. D'accord. Et c'est là où, en fait, avec mes coachs, ça va changer. De temps en temps, je vais faire 18 trous en stroke play et puis voir un peu ce que ça donne. Ou alors, je vais faire des parcours à thème. Je sais que là, je suis assez focus sur un parcours à thème. C'est quoi comme thème, par exemple? Là, ça peut être n'importe quoi, mais là, le dernier que j'ai fait, c'est je mets une mise en jeu. On essayait de prendre le fairway, tu vois, vraiment tout simple. Et après, je prends ma balle et je vais me mettre entre 40 et 120 mètres et je vais essayer de faire 2. Je vais essayer de faire wedge putt. D'accord. Et en fait, par exemple, si je fais ça sur 9 trous, il faut que je compte combien j'ai pris de fairway et j'ai fait combien de wedge putt sur 9 trous. Et du coup, les jours d'après, tu essaies de battre ce record Voilà. c'est ça? Tu t'essayes, j'aime bien
tu vois, je fais un parcours à thème différent. Mais en fait, là, tu vois, par exemple, si je fais ça le lundi, le lundi prochain, je vais essayer de battre ce que j'ai fait le lundi d'avant sur le wedging. Voilà. D'accord. Et puis après, je rentre à la maison. Et juste sur là, donc toi, tu es plus adepte de travailler sur le parcours, t'es pas donc taper des balles pendant des heures au practice, c'est pas. Est-ce que tu as une recommandation par rapport à ça, des amateurs qui… Alors, c'est drôle, j'ai écouté un podcast que Tom Vaillant a fait, qui est ton golfeur. Ouais, pareil, ouais. Et je suis exactement comme lui. C'est-à-dire qu'il faut manier la balle. Je pense que aussi ce qui m'aide, c'est que techniquement, c'est à peu près carré. Mais même pour un amateur qui débute ou qui essaye de s'améliorer sur le parcours, je pense qu'il n'y a rien de mieux que jouer avec les trajectoires. D'accord. C'est en fait, moi je vais arriver au practice et je vais voir comment la balle elle sort. Okay. Et si elle me sort en draw, je suis un joueur de fade. Mais si elle me sort en draw ce jour-là, on va jouer avec ce draw. C'est la force d'aujourd'hui, on ne va pas la contrer. Donc tu vois, je suis vachement dans le ressenti de ok, aujourd'hui ça sort comme ça, on va jouer avec ça, plutôt que mince, pourquoi ça sort comme ça, mince, attends, je vais peut-être bosser un peu plus sur les hanches. Là, tu pars en live, je pense. Okay. Donc j'adore le parcours. Je pense que sur le parcours, c'est vraiment là où tu vois de toi, enfin ton true self, tu vois vraiment comment tu manages les émotions, qu'est-ce qui se passe, parce que tu vois, tu peux mettre que des traits sur le practice, puis tu arrives sur le parcours, tu vois de l'eau à droite, oh mince, je suis allé dans l'eau. Donc tu vois, je pense qu'il y a vraiment si je peux conseiller les amateurs français, la différence entre les Américains et les Français, c'est que les Américains s'entraînent quasiment pas sur le practice, mais ils passent beaucoup de temps sur le parcours, à s'amuser, à faire des parcours à thème. Et à voir ce que ça donne. Ok, ça c'est super tips. Ok. Et donc après à 17h30, tu rentres Voilà, je rentre dans les bouchons de Paris. Ouais. T'habites vers où? J'habite à la Salle Saint-Cloud. Ok. Ça va. Ouais. C'est pas très loin. Je passe pas dans Paris, donc c'est cool. Ouais. Et puis je rentre à la maison, je profite un petit peu de la famille. Enfin, j'ai ma petite sœur qui a 8 ans, donc elle revient de l'école. Qui est aussi dans l'école de golf du Paris Country Club aussi. Ouais, qui rentre de l'école vers 16h30. Donc ça me fait plaisir de la voir. Et puis on déjeune, on dîne. Mes parents ont fini très tard le soir, donc je dîne avec ma petite sœur. Et puis je passe un peu de temps avec elle, j'appelle les amis, du temps libre, vraiment. Ouais, c'est ta bulle là du temps libre. Ton escapade, comme quand tu partais le week-end avant, c'est à ce moment-là. C'est exactement ça, du temps libre. Ou alors j'essaye de faire un book, un peu un projet pour des potentiels sponsors. J'avance aussi un petit peu dans mon projet, mais c'est vrai que c'est vraiment light. J'ai fait une belle journée d'entraînement, je suis content de moi. Un peu fatigué, donc un bon dîner et puis on regarde la télé et puis on va dormir quoi. Ok. Ouais. D'accord. Tu arrives à te coucher tôt le soir ou… Ouais, j'ai besoin. Moi, je suis un mec. Faut au moins 9 heures de sommeil. Ouais. Mais c'est un Chilien, je sais plus. Il disait qu'il dormait 12 heures. C'était important qu'il dorme 12 heures à chaque fois pour bien se reposer. C'est Joaquin Niemann, c'est pas ça? Non, c'est son pote qui a failli gagner l'USPGA. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, Mito Pereira. Oui, voilà. Ouais. Mito Pereira. Ouais. Je sais que moi j'ai des potes, ils ont besoin de dormir que 6 heures. Mais non, pas moi. Surtout si tu as fait du sport dans la journée, il faut la récupération, je pense que c'est super important. Ouais, c'est ça. Et puis les journées où je fais pas de sport, souvent ça peut être… tu sais, c'est très important aussi d'avoir un peu du temps avec sa famille. Par exemple, j'essaie de voir ma mère qui habite juste à côté de chez mon père. J'essaie de la voir 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, que ça peut juste être, tu vois, se promener un peu, parce que c'est vrai que ma mère, elle m'apporte de la sérénité. J'aime bien parler de certains sujets avec elle. Donc voilà, je sais que c'est important dans ma progression et dans ma performance de passer du temps aussi avec elle. En famille. Et tu fais de la mobilité ou Ouais. Donc en fait, dans mon sport, je fais… Tu vois, quand je commence le lundi, c'est pour ça que ça dure 1h30. C'est parce que je fais au moins 20 minutes de mobilité par jour. Avant la séance de sport? Ouais, c'est ça. Je vais là-bas. Tu vois, au lieu de direct faire des squats, c'est là où je vais faire de la mobilité.
D'accord. Donc tu prends ton tapis et puis d'ailleurs je pourrais te donner un lien sur ce que je fais en termes de mobilité. Ouais. Je le mets en. Ouais. Je l'afficherai. Des petits exercices sympas, surtout les hanches pour les golfeurs, tu sais, être souple des hanches, c'est quand même important. Quoi, le 90-90, tout ça? Ouais, voilà, exactement. Tu restes longtemps par position ou parce qu'avant. Ouais, j'ai une routine à peu près qui dure 5-7 minutes pour la mobilité des hanches. Et puis après, je fais d'autres exercices juste pour me warm-up, enfin, pour être prêt pour la séance. Donc ça me dure à peu près 15 minutes. D'accord. Et tu sais, le foam roller, ça il y a beaucoup de golfeurs qui le font. Ouais. Ça c'est top. Tu vois, même quand je pars en compète avant un round de golf, je prends toujours mon foam roller, je me masse un peu le dos, les cuisses, pour juste être chaud, quoi. Et après, quand tu soulèves des poids, c'est quoi? C'est combien de kilos que tu fais en squat? Là, en squat, je fais front squat. Je fais pas de back squat parce que je pense que le back squat, c'est peut-être pas top pour le dos, pour un golfeur. Front squat, là, j'en ai fait un pas mal. J'ai fait 90 kilos, 5 reps. D'accord. Ok. Ouais. C'est mon record pour l'instant. Ok, on va voir comment tu mets ça dans la balle maintenant. Aïe, 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 aïe. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, c'était très cool. On va aller manger maintenant et puis après cet après-midi, on fait un match. Ah oui. Donc toi, à la fin de ta carrière amateur, tu étais classé combien? J'étais à peu près plus 6 d'index. Ouais, plus 5,7, un truc comme ça. Et donc moi je suis passé enseignant en étant 2,8, donc on n'a pas le même métier. Moi j'apprends à des débutants et à des jeunes. Je suis plutôt comme Philippe Gonel, tu vois, apprendre à des jeunes à avoir la passion. Ça c'est top. Du coup, donc ce qui est marrant c'est qu'on discutait combien de coups tu allais me rendre. Et en fait, on va réfléchir un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as progressé depuis que tu es passé pro finalement? Tu penses? Oui, tu progresses tous les jours. Oui. Parce que, d'ailleurs, Rory McIlroy, il s'est sorti dernièrement, il est classé plus 8. Donc toi, tu es à 2 coups de Rory McIlroy en fait. Ouais, je pense que sur une saison, je suis un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est ça qui est fou, c'est comme tous les golfeurs de haut niveau, c'est que quand tu as une bonne journée, tu peux battre n'importe qui en vrai. Tu vois. Mais ce qui est dur, c'est de la consistance. C'est d'être bon sur un tournoi pendant 4 tours. Ouais. Tu vois. C'est là où les mecs comme Rory, Jon Rahm, enfin tous ces mecs-là, ils sont au-dessus du lot. C'est que leur mauvaise journée, c'est plutôt une bonne journée pour moi. Ouais, tu vois. Finalement, parce que j'avais lu Erniel, en gros sur 4 tours, il y a toujours deux où il joue bien et 2 où il joue mal, mais celle où il joue mal, c'est plus importante parce que c'est là où il doit limiter la classe. Exactement. Moi, j'ai joué sur le Canadian Tour juste après ma graduation. Et tu vois, je jouais vraiment top, mais je finissais 25-30e parce qu'il y a un des tours où je faisais dans le par au plus 1. Alors que les mecs, tu vois, constamment, ils étaient le mauvais round, ils faisaient 69, 70, moins 2, moins 3. Donc c'est par contre, ton meilleur score, c'est quoi? En compète, j'ai fait plusieurs fois moins 8. Ah ouais. J'ai fait moins 9 à Almaden. Je crois que j'ai le record du parcours avec Zeko avec quelques mecs là-bas au Maroc. Et sinon, en tournoi aux États-Unis, ça m'est arrivé de faire des moins 7, moins 8. Ouais. D'accord. Et ici, c'est quoi ton record? Alors, le Paris contre Club, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Et là, au moins, c'est bien, on va voir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué parce que j'ai quand même fait 5 ans aux États-Unis sans revenir en France, ou très peu. Welcome back. Donc, honnêtement, je pense que je l'ai fait avec ma sœur il y a à peu près 2 ans. Ce parcours, mais le Paris Country Club, on adore. J'ai grandi sur ce parcours, donc il n'y a aucune excuse. Au moins, tu avais les parcours parfaits des États-Unis, là, tu vas retourner. Un peu comme à l'enfance. Ouais, comme à l'enfance, avec des conditions comme tous les amateurs du dimanche. On va voir ce que toi tu. Un parcours, Et encore, j'ai entendu des super choses sur ce parcours. Tu l'as joué un peu récemment? Les greens, ils sont bien. Top. Ils roulent bien. Ouais, c'est assez fou, malgré tout ce qui a plu et tout. Et donc toi, en fait, on disait, tu me rends 5 coups sur 9 trous, tu avais l'air très très serein. 5 coups. Écoute, je pense que je serais très content aujourd'hui avec un petit moins 3 sur 9 trous. Toi, c'est normal pour toi un moins 3? Ce serait une belle journée, ouais. Ce serait Parce que là, même quand il y a des conditions comme ça, 9 degrés… C'est vrai que j'ai pas pensé, ouais.
ça peut être gras. Est-ce que toi, ça change ton score? Enfin, moi, je joue beaucoup moins bien, par exemple, l'hiver que… Oui, c'est vrai. Ouais, moins 2 alors. Ouais, donc ça reste en dessous du Tu sais, ça reste une journée où à la fin, va falloir mettre les putts. Donc si ça rentre, tant mieux. Je pense que ce sera possible. Si ça passe à côté, ce sera pas loin de moins 2. Ouais. Pas loin de moins 2, moins 3, je pense. D'accord, ouais. Ok. Par exemple, le 1, tu passes au-dessus du bunker, toi tu drives… Mais je sais pas. D'ailleurs, j'y ai pensé ce matin. En m'habillant, je me suis dit… Je sais que si tu la draw un petit peu, il y a moyen que tu ailles vraiment proche du green, à 20 mètres du green. D'accord. Mais par contre, la ligne, c'est pas facile, tu peux vite la perdre. Tu peux la perdre un peu, donc on va voir. Ouais, j'ai hâte de voir ça. On va voir. Donc moi, tu vois, en hiver, je joue plutôt plus 3. Enfin, plus 3, c'est normal, je crois. Ouais. Donc je pense que 5 coups, c'est parfait. Hein. Bah écoute, on part sur 5 coups. Hein. Comme ça se joue au 9. Enfin, si j'arrive à délivrer. Ça peut être sympa, hein, le putt de la gagne au 9, pour toi ou pour moi. Parce que tu rêves d'aller sur le PGA Tour, mais là, le challenge que tu attends aujourd'hui, c'est pire que le PGA Tour. Ouais, là c'est chaud, c'est chaud. Il y a les caméras. Ouais, c'est vrai, il faut apprendre à gérer les caméras aussi. Ouais, exactement. Ça t'apprend comme si tu avais les caméras pour gagner ton majeur. Exactement. D'ailleurs, on va finir là-dessus. Ton objectif dans le golf, t'as un rêve, le rêve ultime à part… Bah tu sais, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais si les gens rigolent quand tu dis un peu ton objectif, c'est que c'est un bon objectif. Ouais. Donc moi, mon objectif, c'est de gagner un majeur. Voilà. Mon premier objectif, je me souviens avec Mathieu Santerre, s'il regarde sa vidéo, je lui ai dit tiens, j'aimerais bien battre le record de majeur de Jack Nicklaus. Ouais. Donc tu vois, essayer d'avoir une vingtaine de majeurs. Bon, finalement, si ça marche, tant mieux, hein, mais ça va être un petit peu compliqué. Non, là, mon objectif vraiment… On ressortira ça quand tu gagneras ton premier majeur. Exactement. D'accord, cette vidéo. Exactement. Non, mon objectif principal, tu vois, c'est déjà monter sur la deuxième division européenne dès l'année prochaine, et puis monter sur la première division européenne l'année d'après. Donc j'ai envie de jouer vraiment sur une division, la première division jusqu'à 2025 au moins, enfin à partir de 2025-2026. Et puis ensuite, tu sais, ils attribuent des cartes pour monter sur le PGA Tour, ce que Mathieu Pavon a fait. Ouais. Donc l'objectif, c'est de monter sur le PGA Tour le plus rapidement possible. Voilà. Les US me manquent, et je pense que mon jeu fit assez bien aussi avec les US. Ouais, finalement, tu es déjà prêt pour les US, mais il faut passer par la case Europe. C'est ça. Et savoir wedger sur l'Alps Tour. Donc on a hâte de suivre ça. En tout cas, sur les réseaux, on te trouve sur Emeric Closso. Ouais, c'est ça, sur Instagram. Sur Instagram surtout. Ouais. Et puis ouais, je suis très content de commencer sur l'Alps Tour. Le niveau va être fort. Et de plus en plus fort chaque année, et voilà, la fédération m'octroie des invitations pour jouer sur l'Alps Tour, donc, c'est bien. Donc merci à eux, et merci aussi à mes sponsors Evian et Coyote qui m'aident financièrement, et même Roll avec Jonathan, donc grâce à eux je peux partir en Égypte. Et pouvoir faire plus de tournois. D'ailleurs, le wedge, tu auras des bands différents en Égypte, parce que là, on va jouer sur un endroit complètement mou. Ouais. Et alors en Égypte, ça va être… Alors, tu vois, moi, mon bounce, c'est un peu le classique sur un 8 de bounce, donc ça s'adapte un peu avec tout. Donc le bounce, c'est l'angle sous le wedge, donc plus il est élevé, plus en gros, ça va remonter par rapport au sol. Ouais. Donc quand le sol est très sec, comme en Égypte, il vaut mieux avoir moins de bounce, parce que sinon, tu fais des tops en fait. Et donc là, Ouais, je me souviens en Écosse, à Saint-Andrews, c'est tellement dur que les mecs ils jouent avec très peu de bounce. Ouais. Et donc là, tu vas adapter. Écoute, non. Non, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que Cobra, j'ai demandé qu'il m'envoie des nouveaux clubs, et dont des nouveaux wedges avec différents bounce. Mais là, pour l'instant, je pense que c'est pas vraiment nécessaire, parce que j'ai joué au Maroc, et je pense honnêtement que le Maroc et l'Égypte, en termes de parcours, je pense que c'est à peu près similaire. Ouais. Et le 8 de bounce au Maroc, il était parfait, donc je pense que je peux rester avec ça. Ok. Ouais, parfait. On va aller manger. Merci pour ton temps, merci pour l'interview, et on va aller manger. Après, on va se faire le match. Parfait. Stay tuned. Merci.